cornu là. Bon, dernière nouvelle, 15 ministres dévoilés ce soir. C'est vraiment une première salve, hein. C'est précisé comme étant une première salve. Plusieurs sources s'attendent à de nombreuses reconductions. Bon, est-ce qu'on est en train de se hyper pour en fait avoir la même chose que... je sais même plus c'était qui celui d'avant. Bayrou. Voilà, bon. Donc bon, on va même pas en parler, hein. Ça sert franchement à rien. Ah, vous voulez un bail drôle? Putain, vous voulez un bail drôle? Faut qu'on discute d'une chose. Et ça va vous spoiler peut-être un peu une vidéo qui devrait sortir dans un mois ou deux. Il se trouve que Alain Bentolila, dont j'ai déjà parlé, Alain Bentolila, c'est l'un des linguistes médiatiques de France. Voilà. C'est un des linguistes médiatiques. Et il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Demain la barbarie. Alors, c'est un linguiste, comme moi, je les aime pas de fou. Voilà. Je les aime pas de zinzin. Mais écoutez. Et donc, ce bouquin, il y a forcément, vous savez que nous, bon, bah voilà, on a un réseau, et en fait, on a réussi à récupérer évidemment le livre sans trop de difficultés. Je crois je suis en train de chercher, mais je crois qu'il y a un thread qui a été fait sur le sujet. Ah non, c'est le thread, il a été fait sur. Il a été fait sur le dernier magazine Lire, donc il faut que je parle à tout prix aussi. Non, il est pas très atterré le boug. La préface de son bouquin, c'est Luc Ferry. C'est Luc Ferry. Ouais. Alors c'est pas fou Luc Ferry. Hein. C'est pas fou. Et du coup, je suis allé voir, c'est quoi ses dernières tribunes? C'était avec Henri Guénaud. Je me dis, Alain Bentolila... Alain Bentolila que j'ai déjà débunké. Hein. Alain Bentolila, c'est celui qui dit que... alors ça change toujours. Que les jeunes des banlieues n'ont que 400 mots de vocabulaire. 400 mots de vocabulaire, déjà tu leur mets tous les Pokémon, l'équipe de France, la plupart des noms des communes qui est autour de chez eux et la plupart des conjugaisons des verbes et des pronoms, enfin vous êtes déjà au-delà, hein. Voilà. Alors des fois il a dit 500, des fois il a dit 600, des fois il a dit 800, le chiffre est toujours un peu, voilà, bref. Et pareil, il est anti-pauvre, hein. Il trouve que c'est horrible que les pauvres ne discutent qu'entre eux parce que les pauvres ne savent pas parler. Et donc, bon, peu importe, le bouquin d'Alain Bentolila, je me suis dit, j'aimerais bien le récupérer. Parce que un bouquin qui nous dit Demain la barbarie, écrit par quelqu'un qui revendique à la fois être linguiste pour France Télé et causeur, je me dis, il doit avoir quelque chose à expliquer, à dire, à avoir, enfin, il doit avoir... il y a des trucs, quoi. Je peux en faire quelque chose, ça. Et du coup, je regarde, c'est qui l'éditeur? Et ben, cet éditeur, c'est mon éditeur. Et là, c'est le coup dur. Je vois sur le bandeau Istia et compagnie. Je me dis, mais attends. C'est l'éditeur que j'ai eu au téléphone il y a 2 jours, ça. Du coup, j'envoie un message sur WhatsApp, parce que du coup, mon éditeur m'a envoyé un message, il y a quelques jours, de lui regardant ma vidéo
et me disant trop cool, ça a l'air d'être trop bien, vraiment trop bien ta vidéo. Il m'envoie plusieurs vocaux en mode hey, on discute. Et du coup, j'ai envoyé un message hier, je lui ai dit puis-je avoir un exemplaire presse du livre de Bentolila, s'il te plaît? Et donc, j'espère qu'ils vont m'envoyer le livre de l'un de leurs auteurs pour que je démonte ce même auteur sur la place publique. Parce que, en fait, je crois qu'il n'est pas linguiste. La maison d'édition, c'est Istia et compagnie. Et il se trouve aussi qu'en fait, alors pourquoi est-ce que je parlerais d'Alain Bentolila? Parce qu'en fait, vous savez, il y a un peu une règle sur Internet qui est parle pas des gens qui sont moins connus que toi. Et je pense que Bentolila, il vend. En fait, j'en sais rien. Il faut que je demande. En fait, alors, c'est fou parce que je vais pouvoir avoir les chiffres de vente si mon éditeur est transparent là-dessus parce que bah ils savent, c'est eux qui le vendent. Et Bentolila, je pense qu'il vend pas beaucoup plus de livres que moi. Par contre, Bentolila, il a une mise en place qui est pas du tout la mienne. C'est-à-dire qu'il va en parler à Figaro, il va en parler à Figaro Live, Figaro Magazine. Il va aller en parler chez Causeur, chez Marianne. Il est déjà très très bien mis en place et surtout, on s'est rendu compte que nous, les librairies de gauche qui nous invitent, ça moi c'est pour ça, vous savez, moi des fois je suis un peu salé sur les librairies indépendantes. Qui font bien leur travail, etc. Vous le dites souvent dans le chat. Et moi, en fait, là, c'est encore un truc, j'ai encore une déconvenue, c'est que l'une des librairies avec lesquelles nous on travaille le plus, avec les linguistes atterrés, certains des linguistes atterrés travaillent le plus, bah, on a un linguiste atterré qui a été voir, qui a été faire un tour dans cette librairie il y a 2 jours, et on s'est rendu compte que le premier bouquin mis en place et le bouquin en tête de gondole des livres de linguistique, c'était ce livre-là. Le livre sur la barbarie par Alain Bentolila, qui nous explique donc que les jeunes n'ont que 500 mots de vocabulaire et que l'immigration est en train de tous nous tuer. Bah écoute, bon. Donc moi, si effectivement, les éditeurs, ils s'en foutent, ils gagnent, ils vendent des livres, les libraires aussi. Voilà. Exactement, ce sera monté. Après, alors, ils sont plusieurs à bosser dans la maison d'édition. Et moi, je pense savoir déjà comment ça a pu se produire. Je vais pas vous mentir, pour faire tourner une maison d'édition, il faut du pognon. Et c'est vrai aussi pour les petites maisons d'édition et pour les moins grandes maisons d'édition. C'est vrai pour toute la chaîne du livre. Ceux qui ont de l'argent ont un pouvoir éditorial fort et peuvent pousser pour que certains livres soient publiés et d'autres non. Fric égale pognon, pognon égale fric, exactement. Interforum, Editis, ça c'est pour les distributeurs, mais en fait au sein même des maisons d'édition, je vais vous le raconter. Bon, je vais être assez transparent là-dessus. Même si je pense que c'est une erreur de le faire, mais bon, je vais essayer d'édulcorer. Mais en gros, globalement, moi, quand j'ai sorti mon premier livre, moi, mon éditeur, c'est quelqu'un qui... La personne à qui je parle, c'est quelqu'un qui connaît mon travail, qui le connaît très bien et qui l'aime beaucoup. Donc lui, il voulait à tout prix me publier. Mais en même temps, il m'a dit, ce truc, il m'a dit, à un moment, on va avoir une réunion avec d'autres gens qui sont en gros les actionnaires. Et il m'a dit, je te conseille juste une chose, c'est de te taire, c'est de les laisser parler. Et d'aller dans leur sens quand tu penses qu'ils vont dans le bon sens, et te taire quand tu penses qu'ils vont dans le mauvais sens. Si tu fais ça bien, ils t'aimeront bien. S'ils t'aiment bien, tu seras publié. Et en fait, c'est un peu vrai partout, ça. C'est un peu vrai partout. Quand t'as un auteur qui n'est pas connu,
qui n'a pas de légitimité éditoriale, ce qui était mon cas quand j'ai sorti ce livre. Les mots sont apatrides, n'hésitez pas à l'acheter évidemment. Je n'étais pas un auteur déjà publié, donc même si j'étais publié en auto-édition, j'étais pas un auteur édité dans le circuit traditionnel. Et donc c'était aux yeux du monde d'édition mon premier livre. Donc j'ai toutes mes preuves à faire, et en fait juste franchir cette étape-là, c'est une étape difficile. C'est une première marche qui est difficile. Après il faut pouvoir confirmer, il faut pouvoir montrer qu'en gros ils ont eu raison d'investir sur toi. C'est toujours compliqué. Et donc dans ces cas-là, il faut que tu te plies aux habitudes et aux moyens financiers de personnes qui sont là depuis 40-50 ans, quoi. C'est... Donc c'est pareil partout, hein. C'est exactement la même chose dans la Startup Nation. Quand tu essaies de soutirer des sous, à des actionnaires pour pouvoir te payer, souvent tu acceptes des conditions bien merdiques de futurs actionnaires. Bah c'est ça, hein, bien sûr, effectivement, tout le temps. Et donc c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et en même temps, bah voilà, tu joues le jeu. Et donc je pense que des gens comme Bentolila Bentolila, elle a 76 ans, 77 ans, sont des gens qui ont des contacts avec les 10 actionnaires et aussi une ligne idéologique qui n'est pas très éloignée. C'est-à-dire, les jeunes ne savent plus parler, c'était mieux avant, faut à tout prix qu'on en parle. Et donc, ils vont mettre des moyens délirants sur ce genre d'ouvrage, sachant que Bentolila, il aime beaucoup le décorum, visiblement, il s'inspire beaucoup de ses titres, de ses diplômes, de sa position, etc. Et en fait, je pense qu'il en fait un peu trop, parce que je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il ment un peu. Voilà. Donc ça, j'en parlerai pas, parce que je ne peux pas. J'en parlerai pas dans la vidéo parce que je ne vais pas contrevenir aux intérêts qui sont les miens de cette maison d'édition, parce que j'ai un contrat en cours avec eux. Je suis en contrat avec cette maison d'édition, et donc je ne peux pas non plus, je peux pas les brûler sur la place publique. Et si je commence à brûler sur la place publique tous les éditeurs qui publient des bouquins de merde sur la langue française, autant vous dire que je retourne à l'auto-édition. Assez rapidement, parce que s'il y a bien un truc à comprendre, c'est que quand vous sortez, moi maintenant j'ai changé mon fusil d'épaule là-dessus. Par exemple, je vous raconte cette histoire, mais quand on va, les linguistes atterrés publient un tract, et qu'on décide de publier chez Gallimard, tract Gallimard, vous pensez bien que la ligne éditoriale de Gallimard, c'est pas de remettre en question l'orthographe de la langue française. C'est pas d'aller contre le purisme en matière de langue française. C'est plutôt pas du tout ça leur ligne éditoriale. Et même d'ailleurs, c'est tellement pas ça que Gallimard lui-même, hein, le patron de Gallimard, qui s'appelle Antoine Gallimard, je crois, le patron. Je suis pas sûr que ça s'appelle Antoine Gallimard. Si c'est lui. A voulu s'opposer à la publication du dit tract. Et puis le tract est sorti. Le tract est sorti et on en a vendu 65 000. Je crois même qu'on doit être à 70 000 aujourd'hui. On en a vendu 70 000. Ah mais vous inquiétez pas, ils sont très contents de nous avoir publié, ils sont très contents de le réimprimer, ils sont très contents de le distribuer. Donc on a bien fait finalement. On a bien fait parce qu'on a profité d'un très gros réseau de distribution. Et quelque part, on a amorcé quelque chose qui relève de la guerre culturelle, hein, où on a gagné un peu de terrain en matière de guerre culturelle. Voilà. Et donc, moi, mon idée aussi, c'est que, ce que je me dis naïvement, c'est que si demain, je vends plus de livres chez mon éditeur que les mecs qui sortent les sempiternelles mêmes conneries sur la langue française, qu'ils seraient prêts à éditer, je gagne la guerre culturelle. Chez mon éditeur. C'est moi qui gagne la guerre culturelle.
Cette guerre, elle n'est pas gagnée pour toujours. Hein. Bien sûr que c'est des mercenaires, évidemment. Alors, il y a des mercenaires qui ont les moyens... Je vais dire un truc, cette phrase un peu de droite, mais en gros, tout le monde a un prix. Ils sont prêts à pas très cher à publier des bouquins très puristes et normatifs. Et ils sont un peu plus réticents à publier des bouquins comme le mien. Mais si demain, moi, je vends beaucoup, ils le vendent. Ils le défendent même. Encore un hyper docteur. Mais en fait, c'est surtout ce que je comprends pas avec Bentoli là. Je sais pas si c'est de son ressort ou pas de son ressort. Bentolila, il est à la base, en fait, il est spécialisé dans les sciences de l'éducation. Il n'est pas linguiste. Pour moi, c'est pas linguiste, ça. Mais il se définit comme linguiste. Il est défini d'ailleurs comme linguiste sur Wikipédia, par exemple, ou dans certaines bios, dans certains articles. Et surtout, il dit qu'il est professeur émérite de l'université Paris-Descartes. Je ne suis pas certain qu'il soit... Par contre, il a eu André Martinet comme directeur de thèse, j'avoue que... Ça en jette. Mais je crois qu'il ne l'est pas, en fait. De toute façon, professeur émérite, ça veut rien dire. Hein. Professeur émérite, ça veut rien dire. Professeur émérite, ça veut dire « je fus été professeur un jour ». Il y a encore des gens qui achètent des livres, tu te rends pas compte, on en a jamais autant acheté. Ça veut dire retraité. Ouais, mais tu peux être encore chargé de cours. Donc, faut que je teste. Que penses-tu de l'approche de livre de Yann Toucourt sur l'histoire? Qu'est-ce que je pense de ce livre, tu veux dire? Il est très bien, achetez-le. Si jamais vous voulez offrir un beau cadeau à quelqu'un qui aime bien l'histoire, franchement, offrez-le. Il est vraiment très bien. Je ne l'ai pas lu en entier, non, d'habitude je me prononce d'abord quand je lis les bouquins en entier, mais là il n'y a même pas besoin de le lire en entier pour vous dire qu'il est bien le livre. Tout est là. Je pense même que moi ça va me servir pour le travail. C'est fou le temps les temps qu'ils ont dû tous y passer. Moi je trouve ça incroyable qu'il ait fait ça. Voilà, je trouve ça très très sympa de sa part de prendre toute l'extrême droite dans la gueule pour nous apporter un peu plus de lumière. C'est vraiment très sympa de sa part. Donc pour la linguistique, bah, les linguistes atterrés, c'est déjà un peu ce qu'on fait. Hein. Les linguistes atterrés, c'est littéralement ce qu'on a fait. Hein. Sauf qu'on l'a fait dans un tract, à 3 euros. Donc du coup, forcément, c'était plus court. Mais c'est un peu ce qu'on a fait, oui. On a pris 10 idées reçues, on les a combattues, oui. Sur WoW, il est War Tank. Il est paladin, moi, je pense. Sur WoW, il est paladin. Je pense plus que ce soit ça, ouais. Est-ce que si je tape Bentolila... Non. Ouais, ouais, ouais. Donc bref, je pense que je vais parler de ce bouquin parce que il y a quelque chose à dire, quoi. Donc je l'ai demandé en service presse.
Tant d'heures de ma vie gâchée, hein, franchement. Oui, oh, c'est pas un très grand sacrifice, hein, mais bon. Bon, selon les premiers leaks, Aurore Berger serait porte-parole du gouvernement. Nota Bene vient de tweeter un truc. Je me demande si c'est la vérité. L'ex-femme de Trump a été enterrée sur un parcours de golf de Trump sans doute grâce à l'accord de ses enfants et dans l'espoir que le terrain soit construit comme un cimetière pour ne pas être taxé. C'est vrai cette histoire? Ouah, la dinguerie. Cela dit, moi j'aimerais bien être enterré chez moi. Si je peux me permettre. Hein. Alors, question. Peut-on être enterré chez soi? L'inhumation dans un terrain privé crée une servitude contrainte imposée sur une propriété au profit d'une autre propriété, par exemple un droit de passage à l'égard des proches du défunt. Faut être à plus de 35 mètres des autres habitations. En dehors d'une zone urbaine. Avoir l'avis d'un hydrologue. Et une autorisation préfectorale. Sa présence rend l'environnement proche inconstructible et génère des droits de visite au profit de vos héritiers. Incroyable! Les héritiers bénéficient d'un accès perpétuel à votre demeure. Bah, c'est cool, ça devient un temple. Ça, si jamais tu veux emmerder tes enfants, franchement, c'est un pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Incroyable. Pour la petite histoire, la vente d'une propriété de chasse en Sologne était suivie d'un contentieux important. En effet, il existait au milieu du terrain la tombe d'un aïeul dont certains héritiers, totalement hostiles à la chasse, prenaient un malin plaisir à s'y rendre les jours de chasse. Aucune servitude n'était mentionnée dans les anciens titres de propriété. L'acquéreur fou furieux s'est retourné contre son vendeur et s'en est suivi un procès qui n'est toujours pas terminé aujourd'hui. C'est quoi le truc avec les enfants? C'est que les enfants ont une servitude éternelle, perpétuelle. Ce qui veut dire que tu ne pourras jamais interdire aux descendants de la personne qui est enterrée à accéder au terrain. Peut-on être enterré sans cercueil? Non, c'est interdit. C'est interdit. Ouais, j'ai vu le truc du Parisien, ouais. Bon, on change rien, quoi. Ça doit bien s'arrêter à un moment. Je crois que tant que la concession existe, c'est perpétuel. Hein.
Je crois que les concessions en matière de funéraire, c'est... Bon, après, c'est les concessions des cimetières, c'est 50 ans. Ou 25. Faut les autorisations pour tout, putain. Même au niveau de la mort, on est vraiment emmerdé. Moi, je veux être cryogénisé. Ou alors trempé dans un bain magique comme Lénine. Les sondages sur les présidentielles commencent à sortir. Les sondages commencent pas à sortir. Les sondages sortent déjà depuis un moment. Les sondages sur les présidentielles. On en a régulièrement. Effectivement, là, on a eu un le 24 et le 25 septembre et un le 30 septembre. On a eu un cluster 17 et un IFOP qui donnent tous à peu près la même chose. Mélenchon entre... alors, selon les hypothèses, entre 12 et 15. Le meilleur scénario pour Jean-Luc Mélenchon, c'est union de la gauche derrière lui face à Glucksmann. Bon, bah ça, surprise. Attal ferait 12, Retailleau 14, Le Pen 31, ouais, entre 30 et 34, 35 peut-être même. Après, on a toujours pas la liste des candidats. Hein. On n'a toujours pas la liste des candidats. Ce qu'on peut tirer comme information, c'est qu'a priori, Villepin et Ensemble se battent vraiment pour le même électorat. Là où Villepin n'a pas beaucoup d'impact sur le PS. Les scores potentiels du PS, ça joue pas beaucoup. Présence de Villepin dans le sondage IFOP. Hein. Voilà, bon. À gauche, LFI, ça va faire une primaire si j'ai suivi. C'est pas toujours réglé encore cette histoire. Donc, non, on n'en sait pas grand chose. On part sur, je pense. Après, si je peux me permettre, IFOP qui sont de Glucksmann, ils ont fait 6 hypothèses, dont 5 avec Glucksmann. Mais Glucksmann n'est pas le candidat du Parti Socialiste aujourd'hui. Hein. Et rien, vraiment rien, ne nous dit et ne nous présage le fait que Glucksmann soit effectivement le candidat du Parti Socialiste en 2027. Rien, pour l'instant, ne l'indique. Hein. À part Raphaël Glucksmann, les rédactions qui aiment bien Raphaël Glucksmann, et les instituts de sondage à qui ces réductions ou Raphaël Glucksmann commandent des sondages. S'il y a une hypothèse avec Tondelier. En gros, c'est soit PS, soit Tondelier, mais oui, voilà, bon. Les attelages qui sont sondés sont très 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 spéculatifs. Ouais, non, très très spéculatifs, c'est très bizarre. Moi, je pense que c'est une commande. Hein. De toute façon, c'est souvent des commandes. Je pense que c'est une commande. Qui a commandé le sondage je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Donc, je pense qu'il faut pas... écoutez, la seule chose qui reste sûre, c'est que l'extrême droite fera entre 30 et 35% et qu'elle serait de toute façon au second tour. Pour l'instant, c'est la seule chose qui se dégage véritablement. Hein. Mais très étrange, ce sondage. Très étrange. Le sondage Glucksmann, avec une hypothèse Attal, Retailleau, Philippe Retailleau, Bayrou Retailleau. Putain, Bayrou, il se ferait 3% par contre, hein, salut. Hein. Bayrou ferait moins que Roussel. Hein. Avec une candidature PCF unique et en cavalier seul, ce qui est pour le coup quand même loin d'être une certitude. Oui, mais le PCF, c'est vraiment loin d'être une certitude. Le congrès du PCF n'a pas encore eu lieu. Moi, ma pièce, que si jamais c'est un Yann Brossa qui gagne le congrès, c'est pas dit du tout. Hein. Si c'est un Yann Brossa qui gagne le congrès, par exemple, on sera plutôt sur une dynamique unioniste, je pense. À minima avec Europe Écologie Les Verts et peut-être le PS Forest. Moi, je pense que Glucksmann n'aura pas l'espace. Je suis certain que Glucksmann n'aura pas l'espace.
Après, il va essayer d'en trouver un. Hein. Ça me paraît bizarre. Bah non, le PCF ne sera jamais derrière Glucksmann. Je pense que Glucksmann, il y a un monde où il part seul. Il part seul, Glucksmann. Il y a un monde où il part seul. Mais l'espace politique au centre, pour l'instant, de toute façon, tant qu'on n'a pas de candidat, tant qu'on ne sait pas qui sera, et on le saura pas avant, il va falloir au moins attendre 4 mois, je pense, pour attendre les municipales. Tant que les municipales ne sont pas passées, et on en est loin pour l'instant, encore un peu, on ne saura pas qui sont les candidats. Et tant que tu sais pas qui sont les candidats, ces sondages sont quand même, malgré tout, difficiles à interpréter, à extrapoler. Là, même le Mélenchon 15%, c'est Mélenchon 15% dans une hypothèse où il y a Roussel candidat et où on a Glucksmann candidat. Alors je sais que Mélenchon a très envie que Glucksmann soit candidat et Glucksmann a très envie que Mélenchon soit candidat. Les deux ont très très envie d'avoir leur duel pour le second tour. Spoiler alert, Mélenchon-Glucksmann, la droite passe, je pense. La droite passe d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on peut comparer. C'était quoi les sondages pour 2022 ? Un an et demi avant le scrutin. Parce que là, on est un an et demi avant le scrutin. C'était quoi les sondages ? Eh bien, les sondages, du coup, du second semestre 2021, c'est même avant ça, du coup, un an et demi avant. Puisque, du coup, on est un an et demi avant, 2022. Donc, les sondages de fin 2020. Les sondages de fin 2020 donnaient Mélenchon à 15%. Par exemple, je prends le dernier sondage IFOP qui a le... Ouais, non, mais non, pardon, mais en fait, on peut même pas. Parce que on avait du Jadot à 13% dans certains sondages. On avait comme candidat de la droite, on avait, dans toutes les hypothèses, on avait Xavier Bertrand. Ou François Baroin. Non, mais moi, vous savez, je vais vous le dire, la doctrine de la France insoumise qui est de dire on est toujours en dessous dans les sondages. Franchement, reprenez tous les sondages, ils sont compilés sur Wikipédia. Mélenchon n'est pas en dessous dans tous les sondages. Il est même des fois un peu au-dessus. Et Le Pen n'est pas non plus tout le temps surestimée dans les sondages. Parfois, elle est sous-estimée. Et ça, c'est le narratif. C'est un narratif qui est bon, qui vaut ce qu'il vaut. Ça les empêche pas de relayer eux-mêmes des sondages quand ils sont très favorables à la France insoumise, pour ensuite allègrement les critiquer quand ils ne sont pas favorables. Donc moi, je n'y crois pas du tout. C'est le truc de la prophétie autoréalisatrice. J'y crois pas tellement. Il y a des moments où c'était absolument pas validé. Donc voilà. Le sondage, vous savez c'est quoi la règle du sondage ? Le sondage est faux s'il ne te met pas à ton avantage. Par contre, qu'est-ce qu'il est vrai si jamais t'es présenté comme un gagnant ? Ça, c'est... Mais du coup, Faure était un candidat extrêmement sondé aussi en 2020 pour le PS. Finalement, ça a été Hidalgo. Hein. Royal aussi était sondé. Hidalgo, il avait des sondages. Après, il y avait des sondages où c'était Hidalgo sans Mélenchon. Bon, ça, c'est pour salut. Hein. Lassalle, bien sûr, Dupont-Aignan, Marine Le Pen. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme candidat de sondé ? On avait Hamon comme de sondé aussi. Alors déjà en 2020 déjà beaucoup moins. Lagarde, Asselineau, bien sûr. Donc bon. Cheminade, ouais. Cheminade était à 0,5 à peu près. Je me méfie des sondages parce qu'il y a des mecs qui prennent les élections pour le loto sportif et qui veulent voter pour le gagnant. Bah, le sondage a aussi un pouvoir de structure sur l'élection elle-même. En fait, ce qui est intéressant de toute façon, c'est de... Le sondage, ce qui est pas intéressant, c'est pas le score en tant que tel, c'est pas le pourcentage en tant que tel, c'est de prendre un peu, quand même, c'est de prendre un peu la température sur le moment. Notamment, c'est intéressant sur certains sujets. Genre, que pensent les Français de telles questions ? Et de voir les dynamiques. Ce qui est intéressant, c'est reprendre, pour un même institut de sondage, voir la baisse ou l'augmentation de certaines données, donc les dynamiques.
C'est toujours intéressant. Le sondage, c'est pas le résultat d'une élection, de toute façon. C'est jamais ça. C'est comme un peu une cote de paris sportif. Voilà. Il faut savoir, par exemple, qu'Emmanuel Macron a fait plus que ce qui était prévu dans les sondages. En, en 2022. Macron était ah, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Macron, il était sondé à 25, 26, etc. Il a fait 28. Il y a des moments où il était sondé à plus fort. Hein. Il était en baisse. Au moment où il était en légère baisse, et puis finalement, il a quand même fait 28%. Mélenchon, Mélenchon, bah, l'effet vote utile a été un levier très très important en 2022. Toutes les autres forces de gauche ont été surestimées et lui sous-estimé parce que le vote utile d'un dernier moment. Mais ça, on en avait parlé ici. Quand on regardait, c'était quoi le degré de certitude du vote. Je crois que c'était, je sais plus, c'était quasiment un quart des Français, un quart des gauchistes ou non, mais j'ai même plus que ça. Plus d'un quart des gauchistes se sont décidés le jour même pour qui voter. Donc parce qu'il avait la notion de vote utile était très très importante. Donc la notion de vote utile dans le cas de la Seconde République et de la Seconde République, de la Cinquième République est extrêmement importante, c'est extrêmement structurant. Voilà. Si c'est Mélenchon vs Glux vs les fachos et la droite réunie, on est foutu. Ah mais on est foutu. Ce sera Bardella quoi, c'est évident. D'ailleurs Bardella qui n'est pas sondé. L'extrême droite c'est toujours Le Pen qui est sondé. À moins que je dise des bêtises, attendez. Candidat RN. Non, c'est candidat RN. Voilà. Que ce soit Le Pen ou Bardella, ça ne change rien. Et oui, j'ai streamé quand même. Donc oui, voilà, la question du vote utile, elle est importante. La question de la pertinence des sondages en ce moment, personne ne sait. Par exemple, De Villepin. Qui sait quelle place va occuper De Villepin? Qui sait si De Villepin va être candidat? Alors, il a très envie. Hein, D'ailleurs, Instagram me bombarde de réels de Villepin. Ils ont mis du pognon de fou dans la communication numérique, c'est évident. Et il y a beaucoup de gens qui sucent De Villepin en commentaire. Des gens un peu perdus, des gens un peu apolitiques, machin, en mode ah, enfin, un homme politique un peu classe, un peu au-dessus de tout ça, qui se jette pas dans la mêlée, qui a du recul, et en fait, parce qu'il parle d'aucun sujet qui concerne directement la France. Il parle que de choses très, très, très théoriques, très lointaines, voilà. Il parle beaucoup d'international, ça, de toute façon, je pense que ça l'aide. De toute façon, une bonne partie du crédit moi, enfin, je vais vous la faire court. De Villepin aujourd'hui, pour la gauche, c'est comme Christiane Taubira il y a 5 ans. Voilà. Christiane Taubira, elle avait ce truc de le mariage pour tous, et De Villepin, il a ce truc de la Palestine, qui fait qu'il est revenu en odeur de sainteté pour une partie des gens de gauche. Mais dès l'instant qu'on va commencer à parler de politique économique, ça va, je pense, vite en refroidir quelques-uns. Comme moi j'ai passé, vous étiez là hein, pour 2022. Combien de temps on a passé ici en 2021 et en 2022 à vous rappeler que Christiane Taubira, c'était l'aile droite du gouvernement de sous Hollande, qu'elle s'était présentée en 2002 avec un programme qui était pas très éloigné de celui d'Emmanuel Macron. Mais vous étiez là, et en fait, beaucoup de gens de gauche, à l'époque, me disaient « Ouais, mais bon, quand même, c'est une femme, elle est noire, elle a fait le mariage pour les gays, donc elle est en mode LGBT. En gros, c'est tout le token dont on a besoin et qui sont censés être ce qu'on défend. Oui, mais d'accord, mais laisse Christiane Taubira parler des entreprises. Tu vas te rendre compte qu'en fait, Christiane Taubira et toi, vous n'avez pas la même ligne. Et Christiane Taubira, elle est beaucoup, beaucoup plus libérale que Olivier Faure, par exemple. Genre, vraiment. Voilà. Sans commune mesure. Voilà. Donc bon, De Villepin, je pense que sur la gauche, ça a le même effet. Mais ça, c'est pas encore une fois, je pense que ce sont des gens qui sont de gauche pas par matérialisme, mais par moralité. Et on a besoin de matérialisme à gauche. Hein. Moi, je suis quelqu'un, j'en parlais avec un pote tout à l'heure qui était chez nous. On est un peu trop. Nous, on est matérialiste. Voilà, on est matérialiste. Bon.
Donc voilà, qu'est-ce que ça vaut le reste? Pas grand-chose. Hein. Non mais bien sûr, mais Macron, mais encore une fois, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a été au Puy du Fou pour dire cette phrase, je suis de gauche. Avec Philippe de Villiers sur son char. Dire, je suis de gauche. Je vous rappelle que je suis de gauche. Le gars, il va dire ça à côté d'un nazi, au Puy du Fou. Bon. Le matérialisme dans le sens marxiste, on part des choses, quoi. On part pas des discours, on part des choses. On part des faits. Et les faits, chez Marx, ça va être les questions économiques, par exemple. Pour beaucoup de gens, en gros, être de gauche, c'est une question un peu romantique. C'est une question de morale. Sauf que moi, j'ai pas confiance dans les gens pour qui être de gauche, c'est de la morale. Moi, j'ai beaucoup plus confiance pour qui être de gauche, c'est une avancée concrète, socialement parlant, parce que ça se traduit pour eux en un gain de droit, par exemple, en de meilleures conditions économiques, en une forme de victoire culturelle, qui peut-être s'illustrer dans une forme de déconquête sur le plan de la lutte des classes, etc. Ça, c'est du matérialisme. Ça, c'est des questions matérielles. C'est des questions matérialistes. Le fait d'être de gauche pour des raisons un peu romantiques ou un peu poétiques, là, pour moi, c'est là où on trouve le PS, Europe Écologie Les Verts à gauche, c'est ça. C'est pour des raisons philosophiques, on va dire. Moi, pour des raisons matérielles. Parce que le problème souvent, c'est que quand vous commencez à débattre de personnes qui sont de gauche pour des raisons poétiques ou des raisons romantiques, pour des raisons morales, ce sont des gens qui sont très peu prêts à faire des concessions sur leurs propres privilèges. Parce qu'en fait, ils sont de gauche tant que ça ne touche pas à leur quotidien, précisément parce qu'ils sont pas matérialistes. Ils sont de gauche tant que c'est quelque chose qui reste lointain et un peu magique. Voilà. Là où pour moi, c'est très concret. Et c'est quelque chose de très très concret d'être de gauche. C'est la lutte des classes, quoi. C'est gagner de nouveaux droits, c'est avoir un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail, des frontières hiérarchiques à la fois... c'est fou parce que je vais dire un truc qui est contre-intuitif, mais des frontières hiérarchiques beaucoup plus claires. Le monde aujourd'hui nous a brouillé les frontières hiérarchiques, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on travaille avec des collaborateurs ou quasiment des potes, alors qu'il y a un lien hiérarchique et du coup il y a un lien de pouvoir caractérisé. Il y a des raisons matérialistes chez les écolos maintenant, je crois pas que ce soit ceux du Parti européen Les Verts. Je sais pas. Donc voilà. Donc bon. C'est ce genre de choses, c'est ce genre de choses concrètes que je mets. Typiquement, LFI et ces histoires de tranches d'impôts, ça c'est une question, par exemple, c'est une question très concrète. L'imposition. Alors après, si je peux me permettre, et je vais vous ressortir mon discours, je pense qu'en France, effectivement, les revenus du travail sont trop taxés. Je trouve effectivement que les revenus du travail sont trop taxés. Enfin, surtout parce que c'est extrêmement mal réparti. Mais c'est parce que je sais combien le revenu du capital est taxé en France. Je vous rappelle qu'en France, il n'y a que 2 tranches d'imposition sur les sociétés. Il y a une tranche à 15%, une tranche à 25%, et n'est rentré dans le calcul de l'impôt sur les sociétés que ce qui relève du bénéfice. Donc tout ce qui est sorti du bénéfice, que ce soit pour réinvestissement, que ce soit pour la recapitalisation, etc., ce n'est pas imposé. Ce n'est pas imposé sur le chiffre d'affaires, effectivement, ça n'a peut-être pas de sens. Vous, en tant que une société, elle est imposée sur ses sorties. Sur ses entrées, moins ses sorties, vous, en tant que particulier, vous êtes imposé sur vos entrées. Et quelquefois sur vos sorties, si jamais il y a des crédits d'impôt, qui souvent s'adressent tout particulièrement à la classe moyenne ou à la classe supérieure.
Et c'est ce qui fait qu'en fait, une taxe Zuckman est absolument nécessaire. C'est parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre à crédit quand vous êtes riche. Donc en fait, on a un problème de répartition entre ce qu'est l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Il y a un déséquilibre très fort entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés qui est incompréhensible, qui est vraiment incompréhensible. Donc évidemment qu'il faut revoir ce truc de tranche. On peut en faire 14, on peut en faire 20, on peut en faire 50, on peut même faire une fonction s'il faut. Ça, moi, j'y suis tout à fait ouvert et je pense que c'est absolument nécessaire, ça c'est évident. En revanche, il faut vraiment ouvrir la question de l'impôt sur les sociétés parce que c'est pas possible, quoi. Parce qu'en fait, ce que ça crée, pour le coup, une des choses que ça crée, c'est que quand vous êtes, je vais vous refaire mon sempiternel discours, quand vous êtes ne serait-ce qu'un artisan, que vous n'êtes pas en SARL, vous êtes en SAS, en SA ou que sais-je. Vous savez que nous, chez Ilgard, la société dans laquelle je suis aussi, on fait de la gestion de société pour les créateurs de contenu. Donc tout ça, on a beaucoup parlé, je peux beaucoup vous en parler. Moi, je suis pas spécialiste de ça, mais bon, j'en entends parler tout le temps. Quand vous êtes en SA, en tant que chef d'entreprise, en gros, je crois que c'est 84% de taux de cotisation. Vous n'êtes pas éligible au chômage. Vous devez payer votre propre prévoyance. Et après ces 84%, donc ça c'est le salaire, vous repayez l'impôt sur le revenu. À côté de ça, vous avez un truc qui s'appelle la flat tax sur les dividendes. C'est 30%, 30% entre le brut société et le net d'impôt. Puisque vous ne payez que, je crois, c'est 12% de CSG et 18% de cotisation. Et 18% d'impôt. Bref. Et donc, on est dans une situation où l'impôt sur le revenu et les taux de cotisation vont être tellement plus élevés que les dividendes que n'importe qui a une société qui fait du bénéfice, plutôt que réinvestir ses bénéfices, plutôt que payer des impôts sur ses bénéfices, plutôt que faire ce que vous voulez de ce bénéfice, le réinvestir, faire grandir une société, eh ben, il est, dans tous les cas, plus avantageux de sécher sa boîte pour tirer le max de dividendes, parce que c'est le meilleur moyen, en fait, de payer très peu de cotisations. Et ça, c'est un problème. C'est un problème absolu. Parce que ça permet de contourner les... Si votre société, elle marche très bien, vous pouvez contourner toutes les règles d'imposition. C'est un vrai problème. Voilà. Donc, oui, beaucoup de streamers qui gagnent très bien leur vie, effectivement, se payent en dividendes. Mister MV en parle dans l'interview que j'ai fait de lui d'ailleurs. Pourquoi Midnight Bot n'est plus mode? Donc en fait, pour moi, la question de l'impôt, la question de l'impôt sur les particuliers, elle est très importante et il faut absolument l'aborder, mais il faut absolument ouvrir le sujet de l'impôt sur les sociétés en France. Hein. L'impôt sur les sociétés, c'est vraiment, je pense que les Français ne savent pas combien les sociétés payent d'impôts en France. Et spoiler, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et on se retrouve effectivement à avoir un revenu du travail assez imposé en France pour un service public qui est de moins en moins performant. Moi, ce qui nourrit les discours comme celui de mon père va me dire pourquoi est-ce que moi je paye des impôts? Il y a plus d'école dans mon village, il y a plus de poste, il y a plus de gare. Donc du coup, lui, il est en train de développer une profonde défiance à l'impôt. Voilà. Ouais. Mais en même temps, c'est un discours qui s'entend. C'est pourquoi est-ce que moi je paye autant pour la collectivité pour que la collectivité ne me donne rien. D'où le truc qui est très intéressant de ressortir les coûts des 211 milliards. Le rapport sénatorial avec Fabien Gay, etc. Sur les 211 milliards d'aides. Et à côté de ça, l'impôt sur les sociétés, quoi. L'impôt sur les sociétés, il est dérisoire. Il est dérisoire. Même moi, en étant dans la merde, je paye plus d'impôts en tant que personne que j'en paye d'impôts sur les sociétés. Voilà. Auto-entreprise, c'est un impôt sur le travail, sur les sociétés. Non, auto-entreprise, c'est un impôt, c'est individuel. Tu payes, parce qu'en fait, l'auto-entreprise, c'est un peu une carotte.
vous avez pas de distinction entre, vous n'êtes pas une personne morale en notre entreprise. Vous êtes vous-même votre entreprise. Il n'y a pas de distinction il n'y a pas de séparation entre votre patrimoine et celui de votre entreprise. Si demain vous êtes dans la merde, on peut envoyer les huissiers saisir vos meubles ou saisir votre baraque pour payer vos créanciers. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes une société, une personne morale. C'est le pire de tout, l'autre entreprise. En termes de protection légale, c'est pire que tout. Et en entreprise, c'est sur le CA et pas sur les bénéfices, tout à fait. Parce qu'en fait, vous ne pouvez rien déduire. Rien n'est déductible. Donc, l'auto-entreprise, c'est dès l'instant que vous pouvez en sortir, faut en sortir. Même si ça coûte plus cher. Ça a changé depuis une loi du 14 février 2022. Maintenant, il y a une distinction entre patrimoine privé et patrimoine pro. Autant pour moi, mais moi, du coup, quand j'ai créé mon entreprise, il n'y a pas de distinction. Et auto-entreprise, ouais, dès l'instant que tu as des frais avancés, ben, ils sont pas déductibles. Ils sont considérés, tout ce qui rentre, t'es fiscalisé sur tout ce qui rentre. Donc, si tu fais rentrer pour faire ressortir, tu payes des impôts comme si c'était du salaire. Ah, mais c'est simple, une auto-entreprise, ça s'ouvre en 5 minutes sur Internet. C'est l'un des héritages de Nicolas Sarkozy, hein, remercions-le. Et tout le monde est en auto-entreprise. Il y a plein de salariés aussi qui ont leur propre auto-entreprise. Et c'est très allègrement conseillé. Bah, tenez, détail. Vous savez qu'on utilise, nous, Linguisticae, un site de StockShot qui s'appelle Storyblocks. Vous l'avez vu, des gens, je pense, crédités dans les crédits. Quand on a besoin d'images, on fait appel à Storyblocks, qui est une banque, du coup, d'images. Ça se paye. C'est une licence. Alors avant, tu payais. Maintenant, c'est une licence mensuelle. Et du coup, on avait pris la licence mensuelle pour Linguisticae, pour la chaîne Linguisticae. Et les gars, ils voulaient pas renouveler notre abonnement. Et ils voulaient à tout prix qu'on ait une réunion. Donc, je la sentais venir. On a eu une réunion. Et ils nous ont expliqué que en gros, ouais, mais non, mais du coup, vous êtes deux à utiliser. Donc, si vous êtes deux, vous êtes quoi? Maintenant, vous êtes une société, vous êtes plus notre entreprise. En gros, vous êtes une société, et et Léa est salarié. Et bah, du coup, on passe de 30 € par mois à 8 000 € par an. Je lui ai dit, mais je vais pas payer 8 000 € par an. Enfin, vous avez cru qu'on avait quel moyen, nous? Et en fait, on a pu contourner avec leur aval, hein, en disant et Léa en fait elle a dit qu'elle avait aussi notre entreprise, donc elle était aussi freelance à côté. Et ils lui ont dit mais si vous êtes freelance vous ça va parce que du coup vous prenez vous l'abonnement en tant que personne et on considère que vous faites du travail dans ces moments-là en tant que freelance pour la société, donc du coup c'est bon. Je suis en mode d'accord, donc si on est les deux freelance c'est 60 du coup c'est 720 € à l'année. Si par contre elle est salariée avec des droits, c'est 8 000 €. Bon, curieux quand même. Voilà, bon. Donc ça, c'est ce qui rajoute du pouvoir structurel dans ce milieu-là. Voilà. Ma cousine a dû créer son entreprise pour pouvoir travailler dans les escape games. C'est pas du tout la première fois que j'entends parler de ça. Dans l'escape game, on avait tourné à Nantes, c'était le cas aussi. Il y avait un salarié et tous les autres étaient en auto-entreprise. Ce qui me fait peur, c'est l'impôt à la source. Avant, on pouvait ne pas payer ses impôts, mais là, on peut plus. D'ailleurs, il faut que je paye la taxe foncière. Je vais découvrir ça. Mais après, je vais vous apprendre un truc qui va peut-être vous surprendre. La loi, c'est bien. Mais la loi, c'est bien quand tu as les moyens de la faire appliquer. Sinon, la loi, elle n'est pas faite pour toi. Sinon, celui qui gagne, c'est celui qui carotte. Hein. Celui qui carotte gagne toujours. Je sais, je me suis fait voler 10 000 balles par un artisan, on rappelle. Hein. La taxe foncière est prélevée automatiquement. Ah bah peut-être. Il y a plein de choses qui sont interdites. Hein. Vous savez, moi, quand je regarde, quand je tombe sur
je sais plus là, Inès et le droit, je crois, et Mazdak, qui font en mode, oh là là, tu peux sortir tel article de loi si jamais tu te fais contrôler dans un magasin pour qu'on contrôle ton sac alors qu'ils ont pas le droit de te le contrôler. Alors ça, c'est la loi. Dans les faits, t'as un vigile qui te fait une clé de bras, tu te fais insulter et t'as plus le droit d'entrer dans le magasin. Je peux citer tous les articles de loi que je veux, hein. Pareil, la police, ils ont pas le droit de faire ça. Vous pouvez leur dire tel article de loi parce que la police, ouais, bah la police, ils te mettent une matraque dans le cul, puis toi t'es en mode bon bah peut-être que je vais porter plainte. Et puis ils prennent pas la plainte. Voilà, bon, on sait comment ça marche, hein, la loi dans ce pays. T'as tenté des démarches avec ton assurance de protection juridique. Je n'ai pas d'assurance de protection juridique, mais de toute façon j'ai été voir un avocat et il n'y a rien à récupérer puisque l'artisan en question a organisé son insolvabilité. Voilà. Et du coup, il a fermé l'entreprise. Donc moi, je n'ai plus personne à poursuivre. Puisque l'entreprise avec laquelle j'ai signé le contrat, le devis, n'existe plus. Magie! Mais c'était la même chose avec la guilde, hein. C'était pareil avec la guilde. La guilde des vidéastes, c'était la même histoire. La guilde des vidéastes, sans trop vous en dire, là, on a quelqu'un qui n'a pas du tout respecté les consignes du conseil d'administration, qui s'est versé de très gros salaires de manière, illégale, contre l'avis du conseil d'administration ayant loose D. Il a séché les comptes, pendant que d'autres salariés n'étaient pas payés, ne versaient pas les salaires aux autres salariés. Lui, dans le but de détruire la guilde, et ça a fonctionné, et ben la guilde a mis la clé sous la porte. Lui, il a chopé son meilleur chômage parce que le chômage est calculé sur les derniers salaires. Et les autres salariés n'ont jamais vu la couleur de leur salaire. Voilà. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne tous les jours en France. Vous savez, les artisans se plaignent beaucoup. C'est horrible à dire, hein, mais c'est facile en France de carotte quand vous êtes un artisan. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Et ça peut arriver que tu sois condamné. C'est arrivé. Il y a un gars à Fougères qui a fini par être condamné au bout de 15 ans. Genre, j'en ai parlé avec les artisans, genre au bout de 15 ans, à voler. Après, c'était un spécialiste, il prenait tous les acomptes. Il coulait juste la dalle des maisons. Et après, il revenait plus sur le chantier. Et du coup, le chantier, il était en permanence bloqué parce que vous savez. Alors, je vais vous apprendre un truc. C'est que si jamais vous avez signé un devis et que les travaux ont commencé, vous ne pouvez pas appeler un autre artisan pour finir les travaux. Il faut d'abord que vous caractérisiez le fait qu'il y a eu un abandon de chantier. Sauf que pendant ce temps-là, il passe du temps. Il passe du temps. Et tout ce temps, vous perdez de l'argent. Cet argent-là, vous ne le récupérez pas. Et il a fait ça pendant une paire d'années. Il se faisait refuser chez tous les fournisseurs. Il a fini par être condamné. Alors, je crois qu'il a été condamné genre à 3 ans avec sursis, etc. Donc, du coup, sa société a été fermée. Il a été interdit, condamné à une interdiction d'ouvrir une nouvelle société et de gérer une nouvelle société pendant 5 ans. Et ben, du coup, il a demandé à sa femme d'ouvrir une société. Il était à 49% dans la société au nom de sa femme. Et puis, il a recommencé. C'est genre... c'est vraiment... tu peux tenir facile 10, 15 ans comme ça, peut-être même 20. Sinon, Julien Courbet ne ferait pas les scores d'audience qu'il fait tous les jours à la télé. Et son modèle de société à Julien Courbet ne pourrait pas tourner aussi bien. Voilà. Je crois que lui, l'artisan, moi qui m'a carotte, il faisait ça avec son fils. Julien Courbet, l'artisan. Non, bah, Julien Courbet qui court après les artisans. T'en penses quoi de la facturation électronique obligatoire avec la TVA ? Je sais pas, nous on fait de toute façon toutes nos factures sur ordi. Hein, donc, et la TVA, on la met nous aussi, tout le temps. Il a racheté la boîte avec son fils de 8 ans. Ouais, bah voilà. Et donc en fait, on est dans un pays qui aime beaucoup trop les sociétés, qui aime beaucoup trop la liberté d'entreprendre. Voilà, moi je vous le dis. Et la loi ne s'applique pas pareil aux particuliers et aux sociétés. Quoi. Il y a vraiment... en fait, on voit qui fait la loi. On voit qui fait la loi et qui a intérêt à faire la loi. Mais bon, moi, mon cas, ça sert à rien. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous vous êtes fait voler et que l'argent n'est pas récupérable, vous ne récupérerez pas l'argent. Point. Voilà. C'est tout.
Il n'y a rien à dire de... C'est l'avocat qui nous l'a dit, hein. L'avocat m'a dit, moi, je vais le faire condamner, hein. En gros, ça a coûté entre 1005 et 2000 euros de procédure de votre poche. Je vais le faire condamner. Je vais notamment faire condamner la société à vous rembourser ce qu'ils vous doivent et à rembourser les frais d'avocat. Mais comme la société n'existe plus et que lui est insolvable, eh bien, il y aura 0 € à récupérer, donc vous allez récupérer 0 €. Voilà. Mais j'aurai un papier pour dire qu'il a vraiment été condamné. Donc en gros, ils m'ont dit, c'est cool, si jamais vous avez les moyens, faites-le pour la gloire, comme ça, lui sera condamné, et la prochaine fois qu'il sera condamné, ou la fois d'après qu'il sera condamné, bah, il sera peut-être vraiment inquiété par la justice. Mais il m'a dit, moi, c'est pas la première fois que j'entends son nom, j'ai d'autres cas avec lui, j'ai d'autres litiges qui le concernent, à moins que vous ayez 2000 € à perdre pour la gloire, ça ne vaut pas le coup pour vous, et effectivement, tant que personne ne l'emmènera au tribunal, bah, il pourra continuer sans difficulté. Donc en gros, ce qu'on t'explique, c'est que tant que les riches n'ont pas d'argent à perdre pour faire condamner quelqu'un, cette personne ne sera pas condamnée. Voilà. Il ira même pas en prison. Mais même pas. Non, c'est pas remboursé par la Sécu, c'est remboursé par rien du tout. C'est à vos frais. C'est à vos frais, point. Après, nous, on pouvait tenter le truc de le poursuivre parce que il y a confusion entre la confusion des patrimoines, c'est-à-dire en gros, s'il a utilisé à un moment l'argent de sa société pour s'acheter des biens personnels et qu'il y a une confusion des patrimoines, alors on peut en gros aller lui le chercher. Mais de toute façon, il a pas de maison, il est en location, il a pas de maison. Tous les biens qu'il achetait tout sur la société. Donc en fait, et puis il faisait beaucoup de travail au noir. Donc en fait, je pense qu'il vivait essentiellement d'argent liquide et des biens de sa société. Donc bon. J'ai eu le cas dans un litige où l'avocat nous a dit qu'on risquait de perdre, non pas parce qu'on avait tort, mais parce qu'on était les seuls solvables. Ça s'est bien fini quand même, et ça fout un coup moral quand on a un truc pareil. Moi j'ai un pote, ses parents, ils ont le même litige que l'artisan, ils ont réussi à le faire condamner, ça a duré 15 ans. Et 15 ans, tu payes pendant ce temps-là, tu payes, et tu sais. Et moi en ce moment, j'ai pas les moyens de payer. Précisément, si je me suis fait voler et que ça a fait un trou dans ma caisse et que j'ai dû faire un 3e prêt pour remplir ce trou, c'est que j'ai pas les moyens de payer 2000 € d'avocat. J'ai pas les moyens du tout. Et j'ai pas du tout l'argent pour ça, quoi. Et le truc aussi, c'est que pour montrer que t'es de bonne foi et pour faire tout le parcours juridique bien, pour maximiser tes chances d'avoir gain de cause, il faut que tu fasses tout un tas de trucs qui perdent du temps. En gros, tentative de conciliation, mise en demeure, 2e mise en demeure, ensuite c'est l'avocat qui appelle, et blablabla, etc. Sauf qu'en fait, il se passe 3 mois, et 3 mois, c'est largement suffisant pour organiser ton insolvabilité. Hein. Donc en gros, quand tu sens que la merde arrive, le temps que tout l'arsenal judiciaire se mette en place, t'as de quoi vider les comptes. T'as de quoi faire de la place. C'est un peu comme si on te disait on va venir te perquisitionner en 3 mois. Bon, bah, en 3 mois, t'as le temps de faire le ménage, quoi. Mais non, mais les assurances protection juridique, comme l'a dit l'avocat, il a raison, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si le litige est trop gros, l'assurance, elle suivra pas. Et et les gens en ont assez peu besoin dans leur vie. Par contre, tu cotises tous les mois pour ça. Et donc, à la fin, en fait... tu peux te retrouver à avoir largué 6-8 000 balles dans ta vie d'assurance dans un procès, alors qu'un procès, ça en coûte jamais tant, quoi. Les assurances, c'est comme les banques, ça te prête un parapluie quand il fait beau, ça te le reprend quand il pleut. C'est très bien dit, je l'aurais pas mieux dit. C'est complètement l'ambiance. Donc voilà, nous, en plus, nous, ils ont menti à l'avocat, ils ont produit des faux aussi, bien sûr, mais ils seront jamais inquiétés, en fait. Ils seront jamais inquiétés. Et le gars, il déménage et il va refaire la même chose dans le même département. Mais on n'est pas les seuls, hein. Alors, il y a aussi un truc, c'est que nous, on n'est pas les seuls à être débiteurs. Débiteur. On n'est pas les seuls parce que il devait à peu près, en faisant le calcul, moi, j'ai appelé toutes les personnes qui ont bossé avec lui, tous les fournisseurs, savoir combien il devait de thunes. Il devait entre 70 et 100 000 € de thunes à tout le monde.
En gros, il avait volé à peu près pour quasiment 100 000 euros, au maximum de ce que j'ai pu compter, pour à peu près 100 000 euros de matériaux et d'argent à des particuliers et des professionnels. Et il ne payait pas ses salariés. Il ne payait pas ses apprentis. Sauf que vous avez une hiérarchie quand il reste de l'argent. En gros, quand on vient... créditeur, pardon. Quand on vient faire l'état des lieux de tous les biens de la société pour les vendre, pour renflouer les caisses, c'est d'abord l'URSSAF, ensuite les fournisseurs, et tout à la fin les particuliers. Et donc, en fait, quand t'es particulier, dans tous les cas, t'as perdu. C'est aussi simple. Et il y a des fournisseurs qui vont probablement échapper, effectivement. Et les 100 000 balles, lui, il en a bien fait quelque chose, hein. Il a bien vécu avec, hein. Il s'est versé des salaires, et ces salaires-là, et on n'ira jamais lui retirer les salaires qu'il s'est versés. Non, j'ai pas oublié les salariés. Enfin, j'ai pas oublié les salariés. Je sais pas combien ça te représentait de salaires et de cotisations, mais je les inclus dans les... je pense que... Ouais, du coup, bon, bref, peu importe. Mais les fournisseurs n'espèrent même pas, quoi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne la justice en France. Donc moi aussi je voudrais qu'on ait une justice... En fait de toute façon c'est un truc très bête, hein. C'est le fait que la justice soit aussi lente et soit aussi dysfonctionnelle et si peu de moyens, ça profite de toute façon aux arnaqueurs, aux voleurs, à ceux qui font du détournement et tous ceux qui font des délits un peu chiants parce qu'en fait c'est pas... Enfin ce genre de procès, ce genre de litige... C'est pas la même chose que quelqu'un se fait arrêter avec 50 grammes de shit dans la poche, j'en sais rien, et il se fait emmerder. Ça, c'est immédiat, souvent c'est même comparution immédiate, et salut, on n'en parle plus. Non, là, c'est des trucs chiants, c'est du droit du consommateur. C'est lent, c'est long, machin, faut sortir plein de papiers. Voilà. Et souvent, on me dit, mais il y a l'assistance juridique. Non, mais vous savez combien d'argent faut gagner par mois pour avoir le droit à l'assistance juridique? C'est rien du tout. C'est rien. Le FLAC, c'est délit constaté, délit résolu. Ouais. Alors qu'en vrai, en France, là où il y a un vrai sujet, ça va être le travail au noir. Ça va être, c'est les arnaques comme ça, les arnaques d'artisans ou de commerçants à l'égard de leurs clients. Là, il y a des vrais sujets, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des inspecteurs du travail. Ça veut dire des droits pour la justice, et ça veut aussi dire des tribunaux de commerce ou des chambres de commerce et d'industrie qui ne soient pas corrompus. Et ça, je suis désolé de vous le dire, il y a des départements où les chambres de commerce et d'industrie sont très très allègrement corrompues. Vraiment. Donc bon. Annonce du gouvernement, mais de toute façon, ça va être les mêmes. Il y a eu un cas là dans le Finistère où il y a la brigade financière, je crois, qui est intervenue, et ils interdisaient de rentrer toutes les personnes du service comptabilité dans le bâtiment. Contrôle surprise, parce qu'apparemment, ils avaient la réputation d'être full corruption. Si t'étais une boîte, tu lâchais un billet, t'avais gain de cause. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est, je dis pas de bêtises, les chambres de commerce, c'est les commerçants qui jugent les commerçants. Et je crois même d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un travail bénévole. Il me semble qu'en France, c'est comme ça. Je crois qu'en France, les chambres de commerce, c'est ça, je crois. Vous voulez qu'on parle du gouvernement? On peut parler du gouvernement, hein, mais bon, on va voir la même chose. Hein. Alors, le gouvernement Le Cornu. Vous y tenez. Elisabeth Borne à l'éducation nationale. Oh, bah ça alors. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Bruno Retailleau à l'intérieur. Oh, bah ça, tiens alors, donc. Putain.
De toute façon, ils étaient déjà là. Hein. Ils étaient pas vraiment partis. Hein. Mais c'est au compte-gouttes, là. On est au compte-gouttes, là. Putain, on n'est pas rendu. Le maire de retour, ouais, j'ai vu ça dans... Ouais. Des cas d'entreprises pratiquant du travail dissimulé ou licenciement abusif qui siègent et jugent des cas comme ça pour d'autres. Bah, de toute façon, c'était le cas pour la guilde. Quand la guilde a été dissoute, en gros, on nous a dit non, mais vous inquiétez pas, c'est bon, des boîtes, il y en a tous les jours qui ferment, on dira que c'est le Covid. J'étais en mode, ah, d'accord. C'est pas, le bail, c'est pas le Covid, là. Le bail, c'est qu'on a un directeur général qui détourne de l'argent. Enfin. On n'est pas rendu, c'est une expression de l'Ouest, ça, non? Je sais pas. Je sais pas du tout d'où ça vient. Je sais que pendant la guerre, on disait on n'est pas rendu à Loche. Parce que Loche, c'était un point de passage entre la zone libre et la zone occupée. Mais je sais pas si ça date pas d'avant. Ouais, apparemment, c'est une expression de l'Ouest. Mais on l'utilise aussi dans l'Est. Hein. Moins, juste. On a les mêmes, mais de toute façon, tant que... Enfin, moi, je vais vous le dire, je pense assez simplement que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de reconduire le budget de cette année l'année prochaine. Se retrouver dans une situation où, à défaut de pouvoir faire adopter un nouveau budget, on fait adopter le budget de l'année dernière pour ne surtout pas avoir un budget de gauche cette année. Point. Y a pas plus de... Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à savoir et à comprendre. Hein. Rien à faire avant 2027. Mais je suis pas sûr qu'il y a à faire tout court. Même en 2027, qu'est-ce que vous voulez faire en 2027? En tout cas, comme c'est parti maintenant, bon. Et un budget RN, ça ressemblerait à quoi? Ah bah... Déjà, ça privatise l'audiovisuel public. Ça supprime le CNC. Vous savez, ils aiment tellement la culture française, ils ont tellement besoin de la sacraliser qu'ils veulent détruire tout ce qui permet de la pérenniser et de la diffuser et d'avoir un peu de soft power culturel. C'est ça le projet de l'extrême droite. Ça ressemble à Trump, hein, de toute façon. Est-ce que tu penses que les macronistes préfèrent encore avoir l'extrême droite contre eux au prochain tour? Non, je pense que les macronistes, ils préfèrent avoir n'importe qui. Je pense que la gauche devrait signer un deal avec le RN. Censure automatique en boucle de tout gouvernement d'office. Pas besoin de signer de deal, hein. Déjà que la gauche signe un deal avec la gauche là-dessus, et on sera déjà bien. Un budget RN, c'est encore plus à droite. Tout au privé. Ouais. Ouais. Non mais voilà, il n'y a pas grand-chose à... De toute façon, on s'en doutait pour le gouvernement que ce serait comme ça. Il n'y a pas de grande surprise. Après, je pense que le gouvernement va pas tenir de fou. Hein.
Est-ce qu'on est surpris? Pas tant, hein. Tel qui se réclame de Ambroise Croizat. Ouais, putain. Lui, il sait pas s'il doit jongler sur le pied gauche ou sur le pied droit. Donc... Méluche a dit cortège de revenants. Mais c'est surtout qu'ils ne sont jamais partis. Hein. Ils étaient toujours ministres démissionnaires, en train de prendre des décisions, en train de vivre comme s'ils étaient encore là. On n'est pas très surpris. Alors, il fait jour ou pas là? Il fait encore jour ou pas d'ailleurs? Question à la voir. J'avais le taux de Masser à mesurer. On a annoncé le gouvernement, ouais, quelques-uns. Mais bon. Pas trop vite fait. Faut que je trouve mon mètre. Faut que j'aille mesurer le toit de Masser. Faut que je commande de la tôle alvéolée. Pour refaire le Masser, parce que là, les rafales de vent à 60 km/h, je vais pas vous mentir, ça n'a pas été fou. Ça n'a pas été zinzin. Ah, Marine Tondelier sort un livre. Bah, ça souffle, hein. Ça souffle, hein, quand même, hein. Puis maintenant, vous savez, l'ambiance, c'est ce qu'on appelle les bombes météorologiques. C'est vous pensez que tout va bien, et puis France Info, ils vous disent... France Info, France Météo, ils vous dit... bon, dans 3 ou 4 heures, là, c'est la tempête, hein. Tu t'y attendais pas? Nous non plus. Tu vas avoir peur? Eh oui, nous aussi. Et tu sais pas pourquoi, dans ces moments-là, il y a toujours un mec qui décide de sortir en bateau. Et c'est le gars dont on entend parler au journal 2 jours plus tard. En mode, ah bah il est sorti en bateau, fallait pas, il y avait du vent, il est mort. Voilà. Vidéo de jardinage, j'en ai fait une en août. Puis là, je vais en refaire une bientôt, là. Je suis pas du genre léger, mais je me faisais clairement pousser en marchant. Après, il y a de la surface de contact aussi. Entre toi et le vent. Venez à Marseille si vous voulez du vent. Alors, si je peux me permettre, la Bretagne n'a rien à envier à Marseille sur la question du vent. Je crois que c'est mal connaître les phénomènes météorologiques de France. J'en ai un peu marre de toute cette merde. Je lis des auteurs de fantasy, genre les Annales de la Compagnie Noire ou le Livre des Martyrs. Si tu veux me conseiller un autre auteur dans le même genre, je suis preneur. Tu veux quoi, un bon bouquin de SF? C'est ça que tu veux, en fait? Ben, j'ai le même problème que toi. Je cherche des bons livres de SF. Voilà. Fantasy un peu dark, mais je lis pas de fantasy, moi. Je vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Je ne lis pas de livres de fantasy. Bon, écoutez, il va être 20h. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué par toutes ces conneries. C'était un petit live histoire en détente. Envoyez un mail. Putain, il y a le GP Explorer. Il y a quasiment 1 million de personnes qui regardent Squeezie en ce moment. Et puis c'est diffusé sur France Télé, je crois. Alors attendez, non, on va prendre 2 minutes pour parler du GP Explorer. Je ne comprends pas. Voilà. Ou s'informer sur le libertinage de gauche, sur notre chaîne secondaire, bien sûr. Regarde Sexe Social.
Là, il y a 900K. 900K viewers, mais après Pokémon, elle a 13K. Euh... Peut-être ça, il y a Samuel Etienne avec Cyprien. Bon, bref. 1,5 million au plus haut. On va en reparler, hein, je suis désolé, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en fait, les... les gens, ceux qui regardent le plus sur Twitch et ceux qui veulent le plus voir sur Twitch, visiblement, c'est de la télé. C'est de la télé. Vraiment. C'est le dimanche à 13h sur Canal+, quoi. Et ils aiment d'autant plus c'est cher, plus ils veulent regarder. Pas les gens, les ados. Non mais là, il y a 1 million... c'est diffusé sur France Télé, il y a 1,5 million de personnes. On pourrait en parler en termes de business, déjà, l'impact que ça a, au passage, sur notre milieu. Puisque, sans vouloir faire le rageux de base, des initiatives comme le GP Explorer, ça assèche les OP de tout le monde, parce que bah, du coup, tout l'argent part là-bas. Et comme les budgets com ont déjà, j'en ai parlé beaucoup de fois ici, drastiquement réduits, bah, ça aspire le peu qui reste. Donc c'est un peu chiant pour nous en tant que créateurs de manière globale. Mais surtout, c'est vraiment en mode sport de riche, quoi. C'est vraiment, on va faire des sports de riches. Qui coûtent extrêmement cher. Avec tout le côté un peu Star System, machin, un truc. Moi, je sais pas, moi, j'ai du mal à comprendre. Je sais pas, c'est pas mon ambiance, c'est pas mon truc. J'ai du mal à saisir ce truc. Mais en plus, c'est la télé en moins bien. Parce que bah la télé, elle fait ça mieux, quoi. Après, j'ai vu que Squeezie, il a fait l'annonce, il aimerait bien faire une ligue, donc il aimerait bien clairement, en gros, avoir une saison de Grand Prix, quoi. Ce qui est, je pense, le sport. Ah, je crois que le tennis est plus cher. Et le sport automobile, c'est peut-être le sport avec le tennis. Je crois que le tennis, c'est bien cher. Avec le tennis, je crois que c'est l'un des sports les plus chers au monde. Mais c'est même pas une question. Le tennis, parce qu'en fait, il faut vraiment déplacer tout le temps tout le monde. Et apparemment, ça coûte vraiment cher en déplacement. Ken Bogart, cette semaine, faisait Paris-Nice à vélo en OP avec Samsung et Samsung lui a dit qu'il pouvait pas le faire samedi-dimanche car GP Explorer. Ouais, mais tu te rends compte du truc, quoi. Tu te rends compte du cynisme du truc. Mais le sport automobile, c'est extrêmement cher. Mais la question écologique, moi, bon, vous savez que c'est un angle qui peut être intéressant, on peut en parler. Le truc, c'est que de toute façon, les grands événements culturels et sportifs sont de toute façon polluants. Et si on ne doit sélectionner que les événements culturels et sportifs qui ne sont pas polluants, en fait, on arrête le sport et on arrête la culture. Ça, c'est pour ça que j'aime pas forcément nécessairement cet angle. Mais il y a un angle de classe, de toute façon, à prendre qui est beaucoup plus facile et qui est beaucoup plus évident, quoi. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ça marche autant. C'est que ça paraît d'autant plus inaccessible que le fait que ce soit faisable et réalisable par des créateurs de contenu sur Internet à l'origine paraît d'autant plus légitimement pour eux d'y réussir. Et ça paraît d'autant plus incroyable. Voilà. Mais voilà, en termes de symbolique, c'est pas fou. Voilà, effectivement. C'est quand même la mise en avant d'un sport qui, bon, ça pollue plus que le badminton. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est juste que la question enfin, en fait, ce que j'aime pas, c'est d'avoir comme angle principal l'angle de l'écologie sur la critique du GP Explorer, alors que de toute façon, il y a un angle, il y a plein d'angles en fait à prendre. Sur c'est quoi en termes de moyens, c'est quoi en termes de symbolique, à qui ça s'adresse, pourquoi, comment, etc. Moi, c'est vrai que c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon bail, quoi.
C'est le truc du kiff que tu ferais si t'étais riche. Bah, c'est sûr que ça coûte plus cher que juste aller jouer dehors avec un ballon, quoi. Ça part d'un donation goal du Z-Event. Non, mais les donation goals du Z-Event, bon, c'est beaucoup de l'autopromo. De toute façon, les donation goals du Z-Event, pour beaucoup de gens, c'est ça aussi. C'est pas donner de l'argent pour que je fasse ça, c'est je le ferai de toute façon. Mais je fais passer ça pour un acte altruiste. Bon, je sais pas, là je deviens un peu salé, je deviens peut-être pas très juste, mais je vois ça un peu comme ça. Je suis peut-être un peu trop cynique, voilà. Euh, Le côté fun, c'est que ça fait nettement plus de débat que la F1. Le GP Explorer? Bien sûr que non. Évidemment que non. Je crois que vous oubliez que la F1 c'est diffusé dans le monde en fait. C'est l'une des 10 compétitions sportives les plus regardées au monde. En 2025, hein, selon f1only.fr, je connais pas la pertinence de cette source, c'est 826,5 millions de personnes en 2024 qui sont des fans revendiqués de la Formule 1. C'est beaucoup, hein. Et c'est 1,6 milliard de spectateurs en cumulé sur une saison de F1. Je pense on est loin, quoi. Mais oui, je pense qu'il y a ce truc de parasocial, évidemment, bien sûr. Évidemment. Évidemment, le côté destin extraordinaire. C'est fou de voir Squeezie dans sa tenue, de machin. Mais putain, pourquoi c'est. Enfin, ouais, je sais pas. Il y a plein d'autres choses à faire. Une personne sur 8, mais ça m'étonne trop pas. En fait, je pense que vous n'êtes pas dans ce cercle de sociabilité. Mais moi, par exemple, les gens de ma guilde, sur WoW, ils regardent la F1. Ils vont même à Miami regarder les Grands Prix. Quand ils ont 2 vacances, 2 semaines de vacances dans l'année, ils y vont pour aller voir un Grand Prix. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je pense que vous vous rendez pas compte. Ils pourraient faire une compétition lancée de charentaise entre influenceurs, ça marcherait. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue déjà, et c'est clairement quelque chose que moi je ferais. Bien sûr. La musique, elle est écrite là. Oui, mais c'est des spectateurs uniques. Mais bon, peu importe. Et la F1 en fait, ça vit c'est les écuries en fait qui payent parce que c'est un moyen de faire du comment dire du développement technique. C'est une démonstration technologique aussi à la base de la F1. Et à la limite, je vous dis, à la limite, je crois que je préfère le NASCAR, hein. Ou les 24 heures du Mans. Je crois que c'est presque plus intéressant en termes d'histoire déjà. Mais bon. Pas pour que Squeezie voudrait faire un genre de ligue, c'est ça qui paye, ouais. Les pilotes aussi injectent du pognon. Ouais. Bref, maintenant ça devient l'événement peak viewer sur Twitch de l'année. C'est-à-dire que bon, c'est un dimanche après-midi sur Canal+, quoi. Le mieux que Twitch a à nous proposer, c'est un dimanche après-midi sur Canal+. Bon, c'est un peu comme ça que je le vois.
Ça dure longtemps, les fins. Ça dure longtemps de fou. Ah mais moi je vous le dis, hein, de toute façon, tout ce qui est considéré comme le plus qualitatif et le plus intéressant à regarder sur Twitch est toujours une pâle copie de ce que la télé fait, de toute façon beaucoup mieux avec beaucoup plus de moyens. Et moi je trouve ça un peu cynique, quoi. Un peu triste et un peu cynique. Et c'est parce que je pense c'est pas ma vie, c'est pas ma vision du truc. C'est vrai qu'il n'y a plus les ravitaillements. C'est vrai. Voilà, écoutez, bon. On parle de ça parce que du coup c'était en sur le carrousel Twitch. C'est un public qui aime que ça. Il en faut pour tous les goûts. Non mais c'est pas un public, ça fait autorité. C'est ce qui fait les records d'audience. C'est ce qui génère le plus d'argent. C'est là où il y a tout le monde. Bon bref, peu importe. Écoutez, c'est pas mon bail, c'est pas mon délire. Et ça me. Mais je pense que si. Enfin, vous parlez de Fort Boyard, mais je pense que si Squeezie il organisait un escape game dans Fort Boyard, avec Michou et Inoxtag, je pense que ça ferait des chiffres de zinzin. Hein. Alors que Fort Boyard, c'est chiant comme la mort. Hein. Je pense, hein. Et oui, ça représente rien à l'échelle de la télé, ouais. Mais c'est juste que moi, cette tendance, juste voilà, ce truc de cette tendance de, dès l'instant que des créateurs de contenu de Twitch cumulent beaucoup de moyens, ce qu'ils cherchent à tout prix à reproduire, c'est une mauvaise émission de la télé. Et ça, c'est le truc que je ne comprends pas. Il y a tellement de choses à faire. Il y en a d'ailleurs qui en font d'autres. Par exemple, les Z-Events, c'est pas tout à fait un truc qu'on pourrait faire à la télé. Speedon non plus, par exemple. Il n'y a pas que ça, hein. Mais il y a quand même une frange assez importante de ceux pour qui ce qui ressemble à la télé, c'est un critère de qualité. C'est un critère de prestige, c'est un critère de légitimité. Et donc leur but, c'est de dépenser des moyens fous pour toucher du doigt ce que la télé fait tous les jours toute seule. Une télé qui, au passage, est à l'origine terriblement critiquée sur Twitch et sur YouTube. Tu proposes quoi? Ah bah tu me files un budget, moi, de 30 000 euros pour faire une émission à l'année, je te fais quelque chose de très propre et de très Twitch. Hein. Je dis 30 000 euros à l'année parce que comme ça fait à peu près 3 000 euros par mois, un peu moins de 3 000 euros par mois. Ce qui est cher à la télé, c'est la fausseté. Ce qui est à chier à la télé, c'est la fausseté. Mais arrêtez de voir, un événement comme le GP Explorer, c'est hyper consensuel. Enfin, désolé, hein. Mais pourquoi sur le libertinage de gauche, ressens les doigts sur le libertinage tout court, déjà? On a fait un live qui en parle sur la chaîne de Best of. Tape libertinage linguistique, je suis sûr que tu vas tomber dessus. Tu m'as dit, il me faut un budget. Tu l'as pas proposé, tu as dit, il faut un budget annuel. Ah, mais moi, j'ai déjà des projets. Je vais clairement pas. Alors, s'il y a bien une erreur que je ferai plus, c'est vous parler des projets dont j'ai déjà les dossiers et pour lesquels j'ai déjà envie, moi, de créer des trucs pour lesquels je n'ai pas de moyens en public. Parce que ceux qui ont les moyens, se servent en idées. Ceux qui ont les moyens n'ont pas toujours les idées, mais ça vous servir. Voilà. Donc j'en parle pas forcément. Je vais pas forcément vous expliquer en long, en large, en travers ce que je compte faire. Mais c'est parce qu'en fait, Twitch était une contre-culture et ça ne l'est plus. Non, je parle pas du Sensei, non. Non, je parle pas du Sensei, non, rien à voir. La télé, tu regardes un programme pour un programme, sur Twitch, tu regardes un programme pour les participants. Non, je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord du tout. Beaucoup de gens regardent un programme pour l'animateur à la télé. Hein. Vraiment. Hein. Ils vont regarder... c'est l'anniversaire de Paul d'Histoire, faut que j'en remonte. Ils vont regarder Cyril Ferraud parce qu'ils aiment bien Cyril Ferraud. Ils vont regarder Nagui parce qu'ils aiment bien Nagui. Hein. Ah non, c'est vraiment 30 000, c'est rien. Et je pense qu'avec ce rien, je vous fais quelque chose de ok. Franchement. On peut pas résumer Twitch au GP. C'est pas ce que je dis. Il y a d'autres exemples déjà. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est ce qui. Les créateurs de contenu les plus connus, les plus mainstream et les mieux dotés sur Twitch ont comme idéal ce qu'il se fait déjà à la télé. Voilà, c'est tout. En quoi Twitch c'est une contre-culture? Qu'est-ce qu'il fait dans les fondements de cette entreprise? Non mais on parle pas des fondements de l'entreprise. On parle de c'était quoi la sociologie et c'était quoi les pratiques à l'origine sur Twitch. Déjà sur Twitch à l'origine, tu pouvais pas faire autre chose que du jeu vidéo. C'était un public très très restreint avec une population vraiment très restreinte aussi. À l'époque, je me souviens, à l'époque, il y avait très peu de gens qui faisaient 1000 viewers en moyenne. C'était vraiment, moi, à l'époque, quand j'ai commencé à regarder Twitch, genre en 2014, non, pas 2015, quand j'ai commencé à regarder Twitch, t'avais des gens comme Zerator ou comme MV, ils étaient à 1000 viewers, peut-être 1500. Aujourd'hui, ils font du 15K des fois, 10K, 15K. Il y avait, c'était beaucoup plus à l'ancienne, beaucoup plus interactif. Il y avait la part de public était très réduite aussi. Il y avait très peu de gens en tant que viewers. Il y avait très peu de viewers sur Twitch. Les gens faisaient des dons sur PayPal à l'époque. Et du coup, t'avais cette impression de t'étais un peu à part, tu vois. C'est comme YouTube il y a 10 ans. Il y a 10, 15 ans. Ouais, t'avais les Web TV Millennium. T'avais... Moi, je regardais les Web TV. Moi, je regardais la JVTV, je regardais le stream. Voilà. Il y avait Eclipsia, il y avait ce genre de trucs. Et déjà à l'époque, on parlait de télé parce que les gens étaient omnubilés par cette question de la télé. Et il y avait les matinales, t'avais des matinales en plateau, quoi. Alors des fois, ça faisait un peu pitié. Bon, bon. En tout cas, non, c'était autre chose. Je pense qu'il y avait un peu une autre ambiance quand même. Et puis c'est devenu mainstream. C'est devenu mainstream. Ça reste un public très restreint. Twitch, c'est un public très très restreint en quantité de gens. C'est comme par exemple Twitter, quand on comparait Twitter avant à Facebook. Bah, Facebook, c'est beaucoup plus de gens que Twitter. Vous dites que le CLGP c'est une pâle copie de la télé, mais en vrai ça n'a rien à voir, mis à part le fait que ce soit une course de F1. Bah alors c'est littéralement diffusé sur France 2, si je peux me permettre, le GP cette année. Et en fait si, c'est la même chose en moins bien, enfin je suis désolé, enfin, c'est une course de voiture avec une réale très télé. Mais parce qu'en fait je pense que la télé, encore une fois, la télé c'est faire comme la télé, c'est légitimement. Si jamais tu fais comme la télé, la représentation que nous on a de ce qu'est un travail audiovisuel sérieux en tant que créateur, pour beaucoup, c'est ce qui se fait à la télé. Donc quand tu veux paraître sérieux, tu fais ce qui se fait à la télé, mais en moins bien. C'est ça que je dis au fond, hein, voilà. Voilà, bon, point, on va pas... Pour moi, le tournant de cette tendance, c'est quand Domingo a lancé sa radio stream avec énergie. Ouais, il y a eu ça, bien sûr. Merci Kram pour le Prime. La télé a plus d'argent, donc si tu t'allies avec eux, tu perds en te faisant absorber. C'est terrible, on en parlait hier avec ma femme. Sur C'est à vous maintenant, il y a une humoriste qui intervient qui s'appelle Diane Segar. Et il paraît qu'elle est drôle sur Instagram.
J'ai envie de mourir quand je l'écoute sur le service public faire des blagues. J'ai envie de mourir. Bah le IRL, non. Le IRL, en l'occurrence, c'est des choses que t'as pas à la télé. Pas tant. Enfin, ça dépend comment c'est foutu, mais plutôt pas. Le just chatting ou même la politique telle qu'elle est faite un peu à l'ancienne, pas tellement. Enfin bref. Je vous envoie chez Hugo Perchoir qui vous parle de politique voilà, avec le gouvernement. Je sais pas s'il est de gauche. Mais vous ferez pencher la balance du bon côté. Je sais pas du tout ce qu'il vaut politiquement. J'en ai aucune idée. Sosdem, centre droit. Il est neutre. Eh ben vous allez faire de l'entrisme.